de pression sur les ressources minières. L'industrialisation des pays émergents, on peut parler du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud, a augmenté la demande. Donc la demande des ressources naturelles a augmenté ces 2 derniers temps, dans ces 20 ans. La demande en aluminium, par exemple, et du cuivre a été multipliée par 2 dans les 20 ans, 2000 à 2020. La demande de plomb a été multipliée par 3, le nickel par 4, le fer fois 3, la demande mondiale. Et cela montre la pression qu'il y a. On peut passer au slide suivant où on voit la pression des ressources minières et j'ai essayé de vous montrer pour ne pas prendre beaucoup de temps. J'ai pris le résumé sur la Chine. Slide suivant où il y a voilà. Ici, je vous montre les parts des consommations chinoises dans la consommation mondiale pour chaque minerai. La moitié du plomb, plus de la moitié du nickel, plus de la moitié du cuivre, plus de la moitié du zinc, ainsi de suite. Ça, c'est pour montrer combien, suivant, il y a une pression grandissante dans le monde. Alors, où est-ce qu'on trouve les minéraux? Il n'y en a pas partout. C'est des points. C'est comme la richesse qui est concentrée, comme on a vu le premier intervenant en a parlé, à 1% de la population. 1% de la population du monde a plus de la moitié de la richesse du monde. C'est absurde, mais c'est vrai. Et ici, je voulais montrer une petite chose. Vous voyez le producteur du tantal, du tantalium. Il y a le Congo et le Rwanda. Et il y a aussi notre minerai qu'on appelle le tungstène. On ne trouve pas. Mais le seul pays qui le commercialise, c'est le Rwanda. Le Japon ne sait pas trouver ces minéraux ailleurs et achète au Rwanda. Récemment, le Japon a demandé au Rwanda, est-ce que nous pouvons envoyer des émissaires pour vérifier les conditions dans lesquelles travaillent les gens dans vos mines? C'était la guerre, parce que les mines n'existaient pas au Rwanda. Mais c'est le pays qui les commercialise. On peut passer. Alors, on peut parler des ressources naturelles et entreprises. On en a parlé, je voulais sauter les sujets qui ont déjà été abordés. On passe. L'émergence d'un monde qui est aujourd'hui multipolaire. Il y a de plus en plus de concurrence dans l'accès des ressources. Et nous voyons les pressions qu'il y a aujourd'hui entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie, la Chine, la Corée, les États-Unis, et même la guerre en Ukraine. On peut croire que c'est une guerre des territoires. C'est simple de résumer, mais au fond, c'est une guerre qui a des connotations économiques et qui vise beaucoup plus les ressources naturelles et l'économie. Je ne vais pas entrer beaucoup en détail, vous connaissez plus que moi. Alors, pourquoi il y a des conflits? Beaucoup d'États, beaucoup de sociétés, tout le monde veut des propriétés, avoir ces ressources. La médecine évolue aussi. Et pour la médecine, il y a aussi besoin des ressources naturelles pour aussi avoir des matériels qu'il faut pour améliorer les soins de santé. Et tout cela entraîne la pollution des eaux, de la terre. La sécurité et la souveraineté alimentaire aussi impliquent l'extractivisme et l'usage de plus encore des ressources naturelles. Et cela entraîne bien sûr la corruption, la fraude, l'évasion fiscale dont vous venez de parler, je n'entre pas en détail, et les conflits sociaux. Les gilets jaunes, c'était une des répercussions de l'évasion fiscale aussi. Question fiscale, inégalité fiscale. Alors, en Afrique centrale, l'évasion fiscale entraîne
des guerres, des conflits armés. L'extractivisme, c'est un type d'extraction des ressources naturelles, des grands volumes, des hautes densités, dont plus de 50% sont destinés à l'exportation en forme brute, sans même une première transformation. Et la République démocratique du Congo, plusieurs conflits armés ont eu lieu depuis ce 20 ans, tournent autour des ressources naturelles. Et si on ne sait pas mettre, il y a eu des conférences et conférences de paix, tentatives de paix, mais tout tourne en bourrique parce que le nœud gordien du problème, c'est les ressources naturelles, c'est les minéraux. Slide suivant, le cas de la RDC. Ici, on voit les endroits où il y a des groupes armés à l'est du Congo. Mais si le slide précédent, s'il vous plaît, non, voilà. Là, on voit où il y a des minéraux, avec les détails. On pourrait disponibiliser les cartes s'il y a besoin. Là où il y a le jaune, c'est l'or, chaque minerai est bien indiqué, et même la quantité. Slide suivant. Ici, on voit où sont concentrés les groupes armés. Donc, chaque groupe armé, c'est une bande qui essaie de protéger leur endroit où, comme une tentacule qui est en train de sucer les ressources naturelles. Et depuis plus de 20 ans, cela existe. On a essayé la MONUSCO. On parle de la MONUSCO qui a été là, qui dit non, nous sommes une force de maintien de la paix. Nous ne sommes pas une force qui allons attaquer les milices. Non, ils sont là, en face, ils se regardent. Ils disent, ok, vous restez là, ok, continuez à faire ce que vous faites, d'accord. Mais nous ne sommes pas là pour attaquer, nous sommes là pour maintenir la paix. Mais s'il n'y a pas la paix, s'il y a l'insécurité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent, non, nous n'avons pas suffisamment d'armes pour les attaquer. Alors ils restent là. Bien sûr, je vous évite de vous raconter d'autres histoires, des détails où il y a même des compagnies indiennes de la MONUSCO qui s'est convertie. Quand la mission est finie, ils ont dit à la MONUSCO, reprenez vos tabliers, reprenez vos voitures, nous avons signé la fin de nos contrats, mais nous allons nous convertir en miniers. Ils sont restés. Je connais aussi des coopérants qui sont repartis et 2 jours après, ils ont pris l'avion en privé, ils sont revenus travailler. Parce qu'ils ont vu les filières et voilà. Alors, c'est la suivante. Que puis-je faire? Et ça, c'est une question que je pose à tout le monde. Vous avez posé des questions au précédent, mais moi, je poserai des questions au public. Que pouvons-nous faire? Et avant que vous me répondiez, je demanderai à madame si elle voudrait bien projeter une petite vidéo de 4 minutes. Comme ça, conclure avec les débats. Merci. En RDC, le secteur minier, pilier de l'économie congolaise, représente selon les années de 80 à 95% des exportations du pays. Il existe 2 types de mines, les mines industrielles et les mines artisanales. Le secteur artisanal désigne l'activité minière lorsque l'extraction est réalisée par des personnes individuelles, des artisans, creuseurs, qui travaillent soit à leur compte, soit dans une zone qu'un individu met à leur disposition en échange de l'exclusivité de la vente ou d'un pourcentage de ce qu'il ramasse.
Dans les sites miniers, chacun a son rôle. Les femmes, qu'on appelle maman-toingueuses, occupent des activités de concassage, de lavage et de triage des minerais, alors que le creusage est plutôt réservé aux hommes. Généralement, les femmes sont moins rémunérées et sont moins bien informées sur leurs droits. Les conditions de travail sont difficiles et le salaire est maigre. Depuis la mine jusqu'aux objets électroniques, les minerais suivent une longue chaîne, appelée la chaîne d'approvisionnement. Les minerais sont extraits par les travailleurs à l'aide d'un matériel très rudimentaire pour récupérer la terre qui contient le précieux métal. Les galeries s'enfoncent sur des centaines de mètres sous terre et les éboulements sont fréquents. Il est négociant dans la coopérative. Donc quelqu'un pour acheter de l'or. Les négociants, grâce à une carte qu'ils achètent chaque année auprès des autorités congolaises, achètent l'or et le vendent ensuite auprès des comptoirs situés en ville. Sur les sites, les négociants achètent le gramme d'or 42 $. Il sera ensuite revendu 55 $ au comptoir d'achat. Les minerais sont ensuite transportés vers des villes, d'où ils rejoignent les deux principales agglomérations commerçantes de la région, Bukavu et Goma. Les minerais sont alors répartis entre comptoirs d'achat qui procèdent à leur tri et les vendront aux exportateurs. Nous achetons des matières, des minerais, précisément l'or. Il y a des gens qui nous amènent 5, 2, 3 grammes. Nous achetons petit à petit. Et à la fin de la semaine, nous voyons une grande quantité. Chaque jour, nous regardons sur le marché mondial. Et pour le moment, nous achetons pour 58, 1 gramme. Les acheteurs internationaux viennent s'approvisionner auprès des comptoirs d'exportation. Les exportateurs envoient alors les minerais par voie terrestre, maritime ou aérienne vers les pays voisins, Rwanda, Ouganda et Burundi. Certains minerais passent par le circuit légal. Le gouvernement congolais perçoit alors une taxe, mais d'autres sortent illégalement du pays, dont les frontières sont très perméables. Et dans ce cas, l'État congolais ne perçoit rien. Les minerais achetés au comptoir d'exportation sortent du pays sous forme brute, c'est-à-dire sans avoir été transformés. La matière première prendra de la valeur au fur et à mesure de la chaîne de transformation. Les minerais sont dans leur majorité exportés vers des pays d'Asie, où se trouvent les usines de transformation et de montage des appareils électroniques.